Beaucoup d'entre vous reconnaîtront peut-être Gunhild de la série télévisée Vikings, où elle est présentée comme l'épouse de Björn Côte de Fer. Cependant, la véritable Gunhild historique était assez différente. Loin d'être une femme guerrière, elle était plutôt célèbre pour sa sorcellerie et sa beauté saisissante. Elle était l'épouse d'Éric H de Sang, le fils de Harald à la belle chevelure et roi de Norvège. Avec le temps, elle devint connue sous le nom de Mère des Rois, car ses fils allaient prendre le pouvoir sur la Norvège. Gunhild apparaît dans plus de 5 sagas nordiques et islandaises, et dans presque toutes, elle joue le rôle de la méchante. Son mari, Éric H de Sang, n'a guère droit à son propre chapitre dans la Heimskringla, c'est-à-dire la saga des rois norvégiens. En grande partie parce qu'il était profondément impopulaire, beaucoup pensaient que c'était Gunhild qui lui soufflait du poison à l'oreille, le guidant par son influence. Snorri Sturluson lui-même déclara « Des 5 années de règne d'Éric H de Sang, il n'existe pas de saga distincte. Il ne semble pas avoir été aimé du peuple, et sa reine Gunhild paraît avoir eu une mauvaise influence sur lui. » Dans les sagas, Gunhild est presque toujours présentée sous un jour sombre. Elle est dépeinte comme une figure redoutable, admirée pour sa beauté et sa générosité, mais crainte pour sa magie, sa ruse et son ambition sans pitié. On se souvient d'elle comme d'une femme de pouvoir et de cruauté, et comme quelqu'un dont les désirs insatiables et l'intelligence aiguë la rendaient à la fois captivante et dangereuse. Voici son histoire. Dans l'Historia Norvegiae, une source écrite par un moine anonyme vers l'an 1170, il est indiqué qu'Éric H de Sang a obtenu le royaume après son père et a pris pour épouse Gunhild, originaire du Danemark, qui était cruelle et doublement teintée de méchanceté, fille du roi danois Gorm l'Ancien. Cette source atteste que Gunhild était une princesse danoise. Si cela est vrai, alors Gunhild était une descendante directe de Ragnar Lodbrok, puisque Gorm l'Ancien était le petit-fils de Sigurd Œil de Serpent, dont le père était Ragnar, imprégnant ainsi sa lignée de celle des héros légendaires. Cependant, dans la Heimskringla, ses origines sont différentes. Il est écrit « Lorsqu'Éric avait 12 ans, le roi Harald lui donna 5 dracars, et il partit en expédition de pillage. Pendant 4 ans, il mena campagne à travers la Baltique, le Danemark, la Frise et la Saxe. Il passa ensuite encore 4 ans à piller vers l'ouest, ravageant l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande et la Valande. Ensuite, il navigua vers le nord lointain jusqu'au Finnmark. Au Finnmark, les hommes d'Éric découvrirent une jeune fille d'une beauté extraordinaire dans une hutte sami. Elle se faisait appeler Gunhild, fille d'Ossortot de Halogaland. Elle affirmait apprendre la sorcellerie auprès de 2 puissants chamans samis qui étaient en partie chassés et qui cherchaient tous 2 à l'épouser. Elle avertit qu'ils étaient redoutablement habiles, capables de suivre une piste sur n'importe quel terrain, de tirer avec une précision parfaite et de courir plus vite que n'importe quelle bête. Lorsqu'ils étaient en colère, leur regard seul pouvait tuer. Gunhild proposa de cacher les hommes d'Éric et d'aider à tuer les chamans. Elle répandit des cendres enchantées autour de la hutte pour masquer leur présence. Lorsque les hommes revinrent, ils sentirent des intrus, mais ne trouvèrent aucune trace. Cette nuit-là, épuisés par la rivalité et le manque de sommeil, les chamans acceptèrent l'invitation de Gunhild à s'allonger à ses côtés. Elle les plongea dans un sommeil profond, plaça des sacs en peau de phoque sur leur tête et fit signe aux hommes d'Éric, qui se précipitèrent et les tuèrent. À l'aube, ils amenèrent Gunhild à Éric, qui fut captivé. Ils naviguèrent vers le sud jusqu'à Halogaland, où Éric demanda la main de Gunhild à son père Ossortot. Il l'accepta et, en l'an 922, Éric prit Gunhild pour épouse et continua vers le sud avec elle. Harald, à la belle chevelure, unifia la Norvège sous une seule couronne par la conquête, devenant ainsi le premier roi du pays. Lorsqu'il atteignit l'âge de 50 ans, beaucoup de ses fils étaient déjà adultes, et plusieurs avaient déjà commis des actes de violence et de troubles à travers le royaume. En réponse, le roi vieillissant convoqua un grand thing, une assemblée formelle dans la partie sud du pays, appelant les peuples des hautes terres à y assister. Là, il déclara que tous ses fils seraient rois et établit une loi selon laquelle seuls ses descendants par la lignée masculine hériteraient du titre et de la dignité royale,
tandis que ceux nés par la lignée féminine ne porteraient que le rang de comte. Parmi ses nombreux fils, Éric était le favori du roi, et il était attendu qu'il règne comme haut roi sur tous ses frères. Lorsque Harald atteignit l'âge de 80 ans, il devint faible et ne fut plus capable de gouverner ni de voyager à travers le royaume. Il éleva alors Éric au siège royal et lui confia l'autorité totale sur le royaume. Cependant, le règne d'Éric ne fut pas incontesté. Son frère Olaf, roi du Viken, refusa de lui payer tribut. De même, Sigurd, roi de Trondheim, ainsi qu'un autre frère d'Éric, refusèrent également de payer tribut. Lors d'une bataille féroce et sans nom, Éric tua à la fois Olaf et Sigurd, des actes qui lui valurent le nom de Hache de sang. L'épouse d'Éric, Gunhild, était largement considérée comme possédant ou utilisant des pouvoirs magiques. Vers l'époque de la mort du roi Harald, le demi-frère populaire d'Éric, Halfdan Haraldsson le Noir, mourut dans des circonstances mystérieuses. Beaucoup soupçonnaient que Gunhild avait soudoyé une sorcière pour lui préparer une boisson mortelle. Selon la Heimskringla, Éric était un homme grand et impressionnant, fort et courageux, et habile dans l'art de la guerre. Malgré sa chance au combat, il était réputé pour son caractère sombre. Il avait mauvais esprit, était peu amical et silencieux. Gunhild, sa reine, était considérée comme la plus belle des femmes, intelligente, vive et très instruite. Pourtant, on la considérait aussi comme trompeuse et cruelle de cœur. Éric et Gunhild eurent plusieurs fils, Gamli l'aîné, suivi de Guttorm, Harald, Rangfrid, Rangild, Erling, Gudrod et Sigurdsliver, tous réputés beaux et d'une apparence remarquablement noble. Selon la saga d'Egil, le célèbre guerrier viking Egil Skallagrimson tomba un jour sur une grande salle viking sans savoir que le roi Éric à la hache sanglante et la reine Gunhild étaient également présents, parcourant leur domaine à travers la Norvège. Pendant le festin, Egil se comporta avec une audace défiant l'autorité. Il but de façon excessive, réclamant sans cesse qu'on lui remplisse sa corne, sans faire preuve de retenue ni de courtoisie. Alarmé par sa conduite indisciplinée, l'hôte s'approcha de la reine et dit « Il y a ici un homme qui nous couvre de honte, car peu importe la quantité de bière qu'il boit, il continue de crier qu'il a soif. » Mécontente, la reine Gunhild prit les choses en main. Elle empoisonna une boisson et l'apporta elle-même à Egil, l'invitant à boire à grands traits. Mais Egil, qui n'était pas qu'un simple guerrier, était aussi un homme versé dans la magie. Sentant la trahison, il se piqua la paume et laissa couler son sang. Gravant des runes sur la corne, il l'enduisit de son sang et récita une incantation. Aussitôt, la corne se fendit dans ses mains, répandant l'hydromel empoisonné sur le sol couvert de paille. Plus tard, en l'an 930, Egil se retrouva mêlé à un âpre conflit d'héritage avec des membres de la cour du roi Éric. Au cours de la querelle, il tua l'un des hommes de main du roi. Furieuse, la reine Gunhild ordonna à ses deux frères de traquer et de tuer Egil et son frère Thorolfr. Quand ils vinrent les chercher, Egil se défendit farouchement et les tua tous les deux, accentuant la soif de vengeance de la reine. À partir de ce jour, le roi Éric et la reine Gunhild déclarèrent Egil hors la loi et le bannirent de Norvège. Ainsi commença une vendetta amère et durable. Alors qu'Egil fuyait le pays, il tua Ronvald Eriksson, le fils du roi Éric, portant un coup dévastateur à la fois à Hache de sang et à Gunhild. Dans un dernier acte de défi, Egil lança une malédiction païenne sur le couple royal. Il dressa une tête de cheval sur un poteau et invoqua les esprits de la terre pour qu'ils se retournent contre Éric et Gunhild, pour les chasser de la terre qu'ils gouvernaient et semer le malheur sur leur chemin. Egil s'échappa en Islande, mais la colère de Gunhild le poursuivit. Elle tissa un sombre enchantement de sa propre main, maudissant Egil pour qu'il ne trouve aucune paix en Islande jusqu'à ce que leurs chemins se croisent à nouveau, hantés par son sortilège. Egil sombra bientôt dans une profonde mélancolie et, l'esprit agité, il reprit la mer. Bien que le roi Éric à la hache sanglante ait tué bon nombre de ses frères et soumis toute la Norvège à sa domination, son règne fut marqué par la dureté et la cruauté. Harald Belle-Chevelure, le père d'Éric et premier roi d'une Norvège unifiée, avait engendré un fils sur le tard, Hakon,
qui serait retenu dans l'histoire sous le nom de Hakon le Bon. Né alors que Harald avait près de 70 ans et que la plupart de ses fils étaient déjà des hommes adultes, le jeune Hakon fut envoyé loin de chez lui pour sa sécurité. Il fut confié aux soins du roi Æthelstan d'Angleterre, qui l'éleva à sa cour royale. Même à l'âge de 14 ans, Hakon nourrissait l'ambition de récupérer son droit de naissance et de devenir roi de Norvège. Reconnaissant son potentiel, Æthelstan équipa son fils adoptif d'une flotte de navires et d'une bande loyale de guerriers, suffisant pour rentrer chez lui en véritable roi. En raison de la cruauté du règne d'Éric et de Gunnhild, le retour de Hakon en Norvège fut accueilli favorablement par beaucoup. Le peuple le proclama rapidement roi, et Éric et Gunnhild furent contraints à l'exil. Selon les sagas islandaises, la famille royale exilée navigua vers l'ouest et finit par s'installer aux Orcades, où Éric fut reconnu comme roi des Orcades par les jarls qui les gouvernaient. Ils y restèrent quelque temps, avant de se diriger vers le sud jusqu'à Jorvik, l'actuel York, dans le nord de l'Angleterre. Là-bas, à l'invitation de l'évêque Wulfstan, Éric se vit offrir un nouveau royaume. Selon la Heimskringla, le roi Æthelstan, par respect pour la longue amitié entre lui et le roi Harald Belle-Chevelure, envoya des émissaires à Éric pour lui proposer un arrangement. Il offrit à Éric la domination sur la Northumbrie, à gouverner en tant que roi vassal sous la couronne anglaise, chargé de défendre la région contre les incursions danoises et vikings. Dans le cadre de l'accord, Éric et sa maisonnée devaient accepter le baptême et embrasser la foi chrétienne. Éric accepta l'offre. Lui, la reine Gunnhild, leurs enfants et tous ceux qui les avaient suivis furent baptisés et furent reçus dans la communauté chrétienne. Le roi et la reine, autrefois païens, trouvèrent de nouveaux trônes en exil et une nouvelle vie sous la croix. Gunnhild serait reine de Northumbrie à partir de l'année 947. Egil, l'ancien ennemi de Gunnhild, arriverait en Northumbrie après avoir fait naufrage lors de son voyage depuis l'Islande. À sa grande surprise, il découvrit que le roi et la reine de Northumbrie étaient Éric et Gunnhild. Il arriva à leur cour et Éric le condamna à mort. Mais Egil composa un poème si beau et magistral en une seule nuit que lorsqu'il fut récité au roi le matin, Éric accorda la liberté à Egil contre la volonté de Gunnhild. Éric H de Sang trouva la mort en l'an 954 lors de la fatidique bataille de Steinmore. Selon la Heimskringla, tandis que le roi Æthelstan avait maintenu des relations cordiales avec les souverains nordiques, son successeur et frère, le roi Eadred, ne partageait pas la même bonne volonté. Déterminé à reprendre le contrôle de la Northumbrie, Eadred rassembla une grande armée d'Anglais. Dans la bataille féroce qui s'ensuivit, Éric fut tué et, avec lui, tomba le dernier règne nordique dans le nord de l'Angleterre. À la suite de sa mort, la reine Gunnhild, en deuil de son mari, fit composer un poème en son honneur. Il s'appelait Ledixmel, ce qui signifie la complainte d'Éric, une chanson puissante et solennelle qui immortalisait la vaillance du roi guerrier et son ascension vers le Valhalla. Après la mort d'Éric, à la hache sanglante à la bataille de Steinmore, en l'an 954, Gunnhild, désormais veuve et dépossédée, chercha refuge de l'autre côté de la mer. Elle trouva refuge au Danemark à la cour du roi Harald à la dent bleue, un monarque puissant qui régnait avec ambition et ruse. Au Danemark, Gunnhild resta une présence redoutable. Son fils Harald fut pris sous l'aile du roi Harald à la dent bleue lui-même et élevé comme un pupille royal. Ses autres fils furent également accueillis avec honneur, recevant des terres, des titres et des postes d'influence au sein du royaume danois. Bien qu'en exil, Gunnhild n'a jamais abandonné son ambition. Avec une volonté farouche et un esprit politique avisé, elle incita ses fils à reprendre ce qu'elle considérait comme leur héritage légitime, le trône de Norvège. Elle devint l'architecte de leur retour, et son influence se fit sentir dans chacune de leurs décisions. Avec le roi Harald Bluetooth impliqué dans des hostilités contre le roi Hakon, le bien de la Norvège, il était politiquement opportun pour lui d'utiliser les fils de Gunnhild comme instrument de guerre, à la fois comme menace pour Hakon et comme dirigeant potentiel loyaux au Danemark. Dans ce climat turbulent, le fils aîné survivant de Gunnhild, Gamli, mena une campagne en Norvège.
Mais vers l'an 960, il tomba au combat contre le roi Hakon, mourant en guerrier dans sa tentative de reprendre le trône de son père. Le destin, cependant, allait bientôt tourner en faveur de Gunnhild. En 961, la légendaire bataille du fjord eut lieu. Bien que les forces du roi Hakon soient sorties victorieuses sur le champ de bataille, le roi lui-même reçut une blessure mortelle. Avant de mourir, Hakon, aimé pour son équité et sa piété chrétienne, aurait exprimé le souhait que les fils de Gunnhild puissent régner en paix, plutôt que de plonger le pays dans de nouveaux bains de sang. Avec la mort de Hakon, la Norvège se retrouva sans dirigeant. Saisissant l'occasion, Gunnhild retourna triomphalement dans sa patrie. Soutenu par les armes danoises et par l'héritage de son père assassiné, son fils Harald, connu sous le nom de Harald Manteau de Gris, revendiqua la royauté. Ses frères régnèrent à ses côtés, chacun recevant la domination sur des régions du royaume fracturées. À partir de ce moment, Gunnhild ne fut plus simplement une reine en exil, elle devint la mère des rois. Elle était la force directrice derrière le règne de son fils, leur conseillère politique et à bien des égards, le véritable pouvoir derrière le trône. Harald Manteau de Gris, le plus éminent des fils de Gunnhild, régna comme grand roi sur ses frères. Pendant son règne, Gunnhild exerçait une grande influence à la cour, au point que, selon la Heimskringla, elle participait activement à la gouvernance du royaume. Son influence n'était ni subtile ni symbolique. Elle était une force dominante dans l'élaboration des politiques et l'exercice du pouvoir. Sous le règne de Harald Manteau Gris et de ses frères, de nombreux jarls et petits rois de Norvège furent tués ou déposés. Leurs terres et leurs titres furent saisis, consolidant le pouvoir entre les mains des fils de Gunnhild. Leur campagne de conquête et de centralisation, bien qu'efficace politiquement, eut un coût élevé. Le royaume fut bientôt frappé par la famine, un fléau qui aurait pu être aggravé, voire directement causé, par les troubles et la destruction engendrés par ces campagnes agressives. Alors que la noblesse tombait et que les champs restaient en friche, le peuple souffrait, et le règne de Harald était de plus en plus marqué par la misère et la faim. À travers tout cela, Gunnhild resta au cœur du pouvoir, une reine-mère dont l'influence se faisait sentir dans chaque décision et dont l'ambition façonnait le destin du royaume. Gunnhild, la reine-mère de Norvège, devint à la fois la protectrice et l'amante de Harald Helgersson, un chef islandais distingué qui visita la cour norvégienne pendant le règne de son fils Harald à la Cape Grise. Leur relation provoqua un grand émoi, non seulement en raison du statut royal de Gunnhild, mais aussi parce qu'elle était nettement plus âgée que Harald. Un fossé générationnel qui n'échappa ni à ceux de la cour, ni aux sagas qui relatèrent leur histoire. Gunnhild ne fit aucun effort pour dissimuler son affection. Elle couvrait Harald de marques d'affection en public, habituellement réservées à un mari et une femme, l'enlaçant souvent, tendrement, et posant ses bras autour de son cou sous les yeux de toute la cour. Elle le faisait dormir avec elle, seule, dans sa chambre privée à l'étage. La Laxdæla saga offre un aperçu saisissant de la profondeur de sa passion. Elle déclare que Gunnhild la reine l'aimait tellement qu'elle croyait qu'aucun homme de la garde du roi ne pouvait lui rivaliser en parole ou en acte. Et même lorsque les hommes les plus nobles étaient nommés et loués, il était évident pour tous qu'à ses yeux, toute prétention à l'égal de Harald ne pouvait naître que de l'envie ou de la pure folie. Gunnhild alla même jusqu'à orchestrer la mort d'un rival, un homme nommé Soti, afin d'assurer à Hrothgar son héritage légitime. Cela fut accompli par son serviteur avec l'aide de son fils Gudrod, démontrant la volonté de la reine d'utiliser le pouvoir royal pour servir ses affections personnelles. Pourtant, sa faveur, bien que profonde, n'était pas sans prix. Lorsque Hrothgar quitta la Norvège, elle le combla de cadeaux généreux, mais lorsqu'elle apprit qu'il allait épouser une autre femme, l'affection de Gunnhild se transforma en amertume. Dans un acte de sorcellerie cruel, elle lui jeta une malédiction, le condamnant à souffrir de priapisme, dont les symptômes étaient une érection prolongée et douloureuse, ce qui poussa finalement le couple au divorce. La reine qui avait fait accéder Hrothgar au premier plan assura également sa chute amoureuse,
preuve du péril qu'il y avait à s'opposer à Gunnhild, la mère des rois, une femme aussi dangereuse que puissante. Pendant l'époque turbulente où Gunnhild et ses fils ont anéanti le pouvoir des nobles et des petits rois de Norvège, l'une de leurs victimes les plus notables fut Sigurd Håkonsson, le comte de Lade, et le conseiller de confiance du roi Håkon le Bon. À la mort de Sigurd, son fils Håkon le Puissant s'est imposé, revendiquant les terres de son père. Grâce à une diplomatie habile, Håkon le Puissant a persuadé le roi Harald à la Dent Bleue du Danemark de trahir Harald de Manteau Gris, ce qui a conduit à l'assassinat de Manteau Gris. Cette trahison a déclenché une guerre civile brutale entre Jarl Håkon et les fils survivants d'Éric et Gunnhild. Finalement, Håkon sortit victorieux, forçant Gunnhild et ses fils restants à s'exiler une fois de plus. Ils cherchèrent refuge aux Orcades, utilisant les îles comme base stratégique pour lancer des raids contre les territoires de Håkon, bien que tous ces raids aient échoué. Selon la saga des Jomsvikings, Gunnhild retourna finalement au Danemark vers l'an 977, seulement pour y rencontrer un destin funeste. Sur ordre du roi Harald à la Dent Bleue, elle fut noyée dans un marécage. Si ce récit est vrai, et que Gunnhild est la fille de Gorm le Vieux, alors elle a été tuée par son propre frère. Le pouvoir extraordinaire de Gunnhild et son rôle unique au sein de la cour norvégienne étaient sans précédent. Non seulement elle exerçait son autorité en tant que reine consort, mais elle a également régné avec une poigne de fer sur les Orcades et la Northumbrie pendant un certain temps. Son influence s'étendait bien au-delà du règne de son mari, le roi Éric H de Sang, et devint encore plus puissante sous le règne de ses fils, en particulier Harald Manteau Gris. Pourtant, ce n'est pas seulement sa finesse politique qui a marqué son héritage. Les sagas décrivent Gunnhild comme une femme dangereuse, connue pour sa beauté envoûtante et réputée posséder de sombres pouvoirs magiques, son nom étant lié à la sorcellerie. Les récits parlent de sa maîtrise d'une forme de magie nordique ancienne, et de la façon dont sa ruse et son influence surnaturelle ont façonné le destin des rois comme des hommes. Les sagas la présentent rarement sous un jour favorable, elles la décrivent plutôt avec méfiance, la dépeignant comme impitoyable, vengeresse et imprégnée de sorcellerie. Fait remarquable, la Heimskringla, qui offre de longs récits pour de nombreux monarques norvégiens, ne consacre pas un seul chapitre au roi Éric H de Sang ni à sa redoutable reine Gunnhild, malgré les événements majeurs qui ont marqué leur règne. Leur histoire est éparpillée, tissée dans les récits d'autres rois, comme si les chroniques ne pouvaient s'y résoudre, ni n'osaient leur accorder une place d'honneur dans la lignée royale. Telle était la nature sombre et redoutable de leur héritage que même les gardiens de l'histoire hésitaient à leur accorder le devant de la scène, préférant laisser leur réputation planer comme une ombre sur les marges des récits des autres hommes. Au milieu des flots tumultueux de l'Angleterre du XIe siècle, Édith de Wessex s'impose comme une femme d'une intelligence extraordinaire, dotée d'une perspicacité politique et d'une importance culturelle durable. En tant que reine consort d'Édouard le Confesseur de l'an 1045 jusqu'à sa mort en 1066, elle fut témoin de l'un des chapitres les plus instables de l'histoire anglaise, devenant finalement la dernière reine anglo-saxonne d'Angleterre. Bien que l'histoire mette souvent en lumière des figures plus dramatiques de l'époque, comme son frère, le roi Harold Godwinson, ou son mari, le roi Édouard, le Confesseur est inévitablement Guillaume le Conquérant. La vie d'Édith offre un aperçu fascinant de l'intrication de la politique avant la conquête et du rôle influent, bien que souvent négligé, des femmes royales. Voici son histoire. Née vers l'an 1025, Édith de Wessex était la fille de Godwin, le comte de Wessex, l'un des hommes les plus puissants et influents d'Angleterre, et de son épouse, Gyta Thorgeirsdottir, une noble femme issue d'une illustre lignée danoise. Gyta était la sœur d'Ælfric, un comte danois et beau-frère du roi Knut le Grand, ce qui donnait à Édith des liens avec les structures de pouvoir anglaises et danoises. Dès sa naissance, elle se trouvait au cœur même de l'aristocratie anglo-saxonne, façonnée par un héritage de puissance politique et de lignée noble. Comprenant l'importance de l'éducation pour une femme destinée à une haute position,
Le comte Godwin fit en sorte qu'Edith soit élevée et instruite à l'abbaye de Wilton, l'un des meilleurs centres d'apprentissage pour les femmes nobles de toute l'Angleterre. À l'abbaye de Wilton, Edith reçut une éducation qui dépassait largement ce qui était habituel pour les femmes de son époque. Elle devint parler couramment 5 langues, l'anglais, le danois, le français, l'irlandais et le latin. Un accomplissement rare et remarquable qui allait plus tard lui permettre de naviguer dans la cour diverse et sophistiquée d'Édouard le Confesseur. Parallèlement à ses études académiques, elle maîtrisa les arts féminins traditionnels de la broderie et du tissage, des compétences profondément respectées dans la culture anglo-saxonne pour leur beauté, leur symbolisme et leur valeur sociale. Edith de Wessex a vécu l'une des périodes les plus turbulentes et transformatrices de l'histoire anglaise. Son père Godwin s'était élevé au rang de personnage éminent sous le règne du roi Knut le Grand, le redoutable monarque viking qui régnait sur l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. Élevé au puissant titre de comte de Wessex, Godwin devint l'un des conseillers les plus fiables de Knut, possédant probablement une connaissance approfondie du fonctionnement interne du vaste empire de la mer du Nord. Mais la stabilité du règne de Knut n'était pas destinée à durer. En l'an 1035, il mourut subitement à l'âge d'environ 45 ans, laissant derrière lui une succession contestée. Son fils Harold Pied-de-Lièvre monta sur le trône, et Edith, alors âgée d'environ 10 ans, aurait été témoin de l'incertitude qui s'ensuivit. Harold régna de 1035 jusqu'à sa mort en 1040, après quoi son demi-frère Harthacnut lui succéda. Mais le règne de Harthacnut fut de courte durée. Il régna seulement 2 ans avant de connaître une fin mystérieuse, empoisonné lors d'un banquet de mariage dont l'assassin reste inconnu. Au cours de ces années de rois qui se succédaient et d'alliances précaires, le comte Godwin réussit à conserver son pouvoir et son influence, naviguant habilement dans les bouleversements politiques des souverains vikings successifs. Mais avec la mort de Harthacnut, la lignée de Canute prit fin, tout comme l'ère de la domination viking en Angleterre. Dans ce vide s'avança Édouard le Confesseur, fils du roi anglo-saxon déchu Ethelred l'Indécis, l'homme même qui avait perdu l'Angleterre au profit des Vikings. Après près de 30 ans d'exil, Édouard fut invité à revenir pour reprendre le trône de son père. Ainsi, un nouveau chapitre commença pour l'Angleterre lorsque le trône revint à la maison de Wessex. Le comte Godwin a joué un rôle déterminant dans le retour d'Édouard le Confesseur sur le trône d'Angleterre. Cependant, leur alliance était entachée d'animosité personnelle. Édouard nourrissait depuis longtemps une profonde rancune envers Godwin, qu'il tenait pour responsable de la mort brutale de son frère, Alfred l'Etheling. Pourtant, la nécessité politique l'emportait sur les griefs personnels. Édouard, dépourvu de véritable base de pouvoir, fut contraint de s'appuyer sur la force militaire de Godwin et son influence étendue. Dans le cadre de cette fragile trêve politique, Edith de Wessex, alors âgée de 20 ans, fut mariée au roi Édouard le 23 janvier de l'an 1045. Le roi avait alors environ 42 ans. Leur mariage eut lieu à l'ancienne cathédrale de Winchester et Edith fut couronnée reine. La plupart des épouses royales des Xe et XIe siècles ne recevaient pas cet honneur, et son couronnement soulignait à la fois son statut personnel et l'immense poids politique de la famille Godwin. Le mariage entre Édouard et Edith était une alliance de pouvoir, non de passion, et il intrigue les historiens depuis longtemps. Il resta sans enfant, ce qui a mené à des spéculations sur sa véritable nature. Les chroniqueurs ecclésiastiques médiévaux, désireux de présenter Édouard comme un homme pieux, ont affirmé qu'il avait fait vœu de célibat, le présentant comme un roi trop saint pour les plaisirs terrestres. Cependant, les chercheurs modernes suggèrent d'autres possibilités. Que l'hostilité persistante d'Édouard envers les Godwin l'a poussé à s'éloigner d'Edith, ou que l'infertilité de l'une ou l'autre des parties a joué un rôle. Quelle que soit la vérité, Édouard traitait Edith avec un respect apparent. Il lui a offert de précieuses propriétés à travers l'Angleterre et a veillé à ce qu'elle reste présente à la cour. En tant que reine, Edith exerçait une véritable influence.
participant aux cérémonies royales et supervisant certains aspects de l'administration. L'alliance précaire entre le roi Édouard et la puissante famille Godwin s'est finalement brisée à l'automne de l'année 1050 et en éclatant en une crise ouverte. Les tensions couvaient depuis longtemps, alimentées en partie par la dépendance croissante d'Édouard envers ses conseillers normands. Le point de rupture survint en septembre, lorsqu'Édouard ordonna à Godwin de punir la ville de Douvres à la suite d'une violente altercation impliquant Eustache de Boulogne, l'un des alliés normands du roi. Godwin et ses fils défièrent l'ordre royal, refusant d'agir contre leurs propres compatriotes. Édouard saisit l'occasion pour frapper la famille qui avait éclipsé son règne pendant des années. Avec le soutien des comtes de Mercie et de Northumbrie, il expulsa Godwin et ses fils d'Angleterre, démantelant ainsi efficacement leur bastion politique. La chute des Godwin eut des conséquences rapides et douloureuses pour Édith de Wessex. Bien qu'elle fût une reine couronnée et ointe, son statut royal ne put la protéger. Elle fut envoyée dans un couvent, ses terres confisquées, et il existe de solides preuves qu'Édouard a envisagé de divorcer d'elle, peut-être à cause de leur mariage sans enfant, ou, plus probablement, dans le cadre d'un effort plus large pour rompre les liens avec sa famille déshonorée. Cet épisode de la vie d'Édith met à nu la vulnérabilité des femmes royales dans l'Angleterre anglo-saxonne, dont le pouvoir et la position étaient souvent étroitement liés au sort de leurs proches masculins. Malgré son statut élevé et ses années de service en tant que reine, Édith pouvait être écartée lorsque la nécessité politique l'exigeait. Pourtant, sa disgrâce ne durerait pas longtemps. En l'an 1052, son père Godwin et ses frères sont revenus en Angleterre avec une flotte et une force militaire redoutables. Confrontés à la menace réelle d'une guerre civile et manquant de soutien suffisant pour leur résister, Édouard fut contraint de rétablir les Godwin au pouvoir. Dans le cadre de cette réconciliation, Édith fut rétablie comme reine et retourna à la cour, ses titres et ses biens lui furent rendus. Après son retour à la cour, Édith reprit son rôle de présence centrale et dominante sous le règne d'Édouard le Confesseur. Elle prit un soin particulier à préserver la dignité et la splendeur de la couronne, supervisant la commande de somptueux vêtements et de bijoux raffinés pour Édouard. Son pouvoir n'était pas seulement cérémoniel. Le Domesday Book, compilé environ 20 ans après sa mort par Guillaume le Conquérant, mentionne Édith comme l'une des plus riches propriétaires terriennes d'Angleterre, avec d'immenses domaines répartis à travers le royaume. Cette richesse lui conférait un levier politique considérable, lui permettant d'accorder des faveurs, de récompenser la loyauté et de maintenir un réseau d'alliés. Parmi ses plus proches confidents se trouvait son frère Tostig, dont l'élévation au titre de comte de Northumbrie en 1055 fut probablement facilitée par l'influence d'Édith à la cour. Cependant, leur lien allait plus tard jeter une ombre sur son héritage. Le gouvernement brutal de Tostig provoqua une rébellion dans le nord en 1065. Et certains chroniqueurs ont murmuré qu'Édith avait joué un rôle trouble dans un scandale antérieur, l'assassinat du noble northumbrien Gospatric, pendant Noël de l'année 1064. De tels récits révèlent comment Édith était perçue à son époque non seulement comme une reine, mais aussi comme une habile stratège politique, prête à agir de manière décisive, voire impitoyable, pour défendre le pouvoir de sa famille. Au cours de la dernière année de la vie d'Édouard, alors que sa santé déclinait, le rôle cérémoniel d'Édith devint de plus en plus important. Le 28 décembre de l'année 1065, elle se tint à sa place lors de la dédicace de l'abbaye de Westminster, le grand héritage architectural d'Édouard et son offrande spirituelle au royaume. Le roi Édouard le Confesseur mourut le 5 janvier de l'année 1066, déclenchant l'une des crises de succession les plus légendaires et célèbres de l'histoire anglaise. Selon la Vita Edwardi Regis, une chronique contemporaine commandée par Édith elle-même, Édouard, sur son lit de mort, nomma le frère d'Édith, Harold Godwinson, comme son héritier. Le lendemain, le Witan, le conseil royal du roi, confirma la revendication d'Harold et le proclama roi.
Pour Edith, ces événements marquèrent un tournant profond. Bien qu'elle ne soit plus reine consort, l'accession de son frère au trône lui assura de conserver honneur, influence et une place centrale à la cour royale. Mais ce nouveau chapitre de sa vie serait à la fois bref et brutal. Le règne de Harold fut immédiatement contesté par Harald Hardrada, le roi de Norvège, et Guillaume, le duc de Normandie. Les conflits qui s'ensuivirent culminèrent lors des batailles de Fulford et de Stamford Bridge, où Harold Godwinson vainquit Hardrada. Cependant, à Hastings, le destin ne lui fut pas favorable et il fut tué, emportant avec lui le dernier grand espoir de la domination anglo-saxonne. Pour Edith, la conquête normande ne fut pas seulement un bouleversement national, mais aussi une profonde tragédie personnelle. Elle perdit 4 frères lors des batailles de Stamford Bridge et de Hastings. Seul son plus jeune frère, Wulfnoth, survécut, condamné à passer le reste de ses jours comme otage sous le contrôle normand. En l'espace de quelques semaines à peine, la puissante famille Godwin, autrefois la force la plus influente d'Angleterre, fut anéantie. Lorsque l'armée de Guillaume avança sur Winchester où elle résidait, il envoya des émissaires pour exiger un tribut. Edith, toujours pragmatique et politiquement avisée, s'exécuta. En retour, Guillaume lui permit de conserver la majorité de ses domaines et de ses revenus. Cette diplomatie prudente permit à Edith de devenir l'une des rares nobles anglo-saxonnes à sortir de la conquête avec son statut largement préservé. L'un des héritages les plus durables d'Edith fut sa commande de la biographie de son mari, le roi Édouard le Confesseur, une œuvre connue sous le nom de Vita Edwardi Regis. La vie du roi Édouard, qui repose à Westminster, composée vers l'an 1067 par un moine anonyme de Flandre, ce récit presque contemporain est l'une des sources les plus précieuses pour comprendre les dernières années de l'Angleterre anglo-saxonne et les événements entourant la conquête normande. Bien plus qu'un simple hommage royal, la Vita a été conçue pour mettre en avant la piété et la royauté d'Édouard, tout en renforçant subtilement la légitimité et le prestige de la famille Godwin. Ces pages témoignent clairement de la sympathie envers Edith et sa famille, offrant un contrepoint au récit normand émergent qui allait dominer la mémoire historique. Ce faisant, elle préserve un point de vue anglo-saxon essentiel sur un royaume en transition. Edith mourut en 1075 à Winchester après une longue maladie. Elle avait environ 50 ans. Bien que la conquête normande ait changé le royaume, Guillaume le Conquérant reconnut la stature royale d'Edith et veilla à ce qu'elle soit inhumée avec honneur, enterrée aux côtés de son mari à l'abbaye de Westminster. Edith de Wessex occupe une place unique dans l'histoire anglaise en tant que dernière reine de l'Angleterre anglo-saxonne. Sa vie a couvert le règne des rois danois, le crépuscule du règne des souverains anglais et l'aube de la domination normande, faisant d'elle un fil vivant qui reliait 3 époques distinctes. L'impératrice Mathilde fut une prétendante redoutable à la couronne d'Angleterre durant la période troublée connue sous le nom de l'anarchie. Cette guerre civile acharnée, menée entre 1138 et 1153 à travers l'Angleterre et la Normandie, plongea les 2 royaumes dans un état de quasi-effondrement total. La loi et l'ordre se sont désintégrés et le pays a sombré dans le chaos, devenant un lieu de peur et de souffrance pour son peuple. Le conflit fut si dévastateur qu'un chroniqueur se lamenta « Le Christ et ses saints dormaient pendant cette période ». Même selon les critères des guerres médiévales les plus brutales, cette époque fut marquée par une ruine et un désespoir exceptionnels. Au cœur de cette tempête se tenait l'impératrice Mathilde, une femme à la volonté inébranlable, à l'ambition sans relâche et au sang royal. Bien que les grands seigneurs d'Angleterre et de Normandie lui aient prêté serment de fidélité, lorsque le moment est venu, beaucoup n'ont pas défendu sa revendication au trône. Ceci est l'histoire de la première reine d'Angleterre, même si l'histoire ne s'en souvient pas ainsi. Ceci est le récit de l'impératrice Mathilde. Mathilde est l'aînée du roi Henri Ier d'Angleterre et de sa première épouse, Mathilde d'Écosse, en l'an 1102.
Son père, Henri, était le plus jeune fils de Guillaume, le conquérant, le duc normand, qui en 1066 avait traversé la Manche et s'était emparé du trône d'Angleterre, forgeant un empire anglo-normand qui s'étendait jusqu'au pays de Galles. À la suite de cette conquête, une nouvelle élite émergea, de puissants barons qui possédaient des domaines des deux côtés de la Manche et entretenaient des liens étroits avec le royaume de France. À l'époque, il s'agissait d'une fusion fragmentée de comtés et de seigneuries, à peine maintenue sous l'autorité nominale du roi de France. Sa mère, la reine Mathilde d'Écosse, apportait avec elle une lignée d'une profonde puissance symbolique. Elle était la fille du roi Malcolm III d'Écosse et de Marguerite de Wessex, membre de l'ancienne maison royale saxonne de l'Ouest et descendante directe d'Alfred le Grand, le vénéré roi anglo-saxon qui avait régné bien avant l'invasion normande. Pour Henri Ier, ce mariage était bien plus qu'une alliance politique. C'était une union qui renforçait sa légitimité en fusionnant l'ambition normande avec l'héritage de la lignée royale native d'Angleterre. Mathilde avait un frère légitime, Guillaume Adelin, l'héritier du trône. Son père, cependant, avait de nombreuses maîtresses et engendra environ 20 enfants illégitimes. On sait peu de choses sur les premières années de Mathilde, mais on pense qu'elle est restée sous la garde de sa mère, recevant une éducation axée sur la lecture et la dévotion religieuse. Son éducation a été influencée par la présence de nobles éminents à la cour, notamment son oncle maternel David, qui deviendra plus tard roi d'Écosse, ainsi que par des figures ambitieuses comme son demi-frère, Robert de Gloucester, et son cousin Étienne de Blois. En l'an 1108, lorsque Henri Ier partit pour la Normandie, il confia Mathilde et son frère Guillaume aux soins d'Anselme, l'archevêque de Cantorbéry, un ecclésiastique respecté et favori de la reine Mathilde. Bien qu'aucun document détaillé sur l'apparence de la jeune Mathilde ne subsiste, les chroniqueurs contemporains parlaient d'elle comme d'une femme d'une beauté remarquable une fois adulte. Aux alentours de l'année 1109, Henri V d'Allemagne, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui était aussi roi de Bourgogne, d'Allemagne et d'Italie, envoya des émissaires en Normandie avec une proposition. Il cherchait à obtenir la main de la jeune Mathilde en mariage. Il écrivit également directement à sa mère pour insister sur la question. Pour le roi Henri Ier d'Angleterre, cette union était d'extrêmement séduisante. Sa fille entrerait par mariage dans l'une des dynasties les plus puissantes d'Europe, ce qui renforcerait sa propre position en tant que plus jeune fils d'une maison royale relativement récente et lui procurerait un allié puissant. Le 25 juillet de l'année 1110, Mathilde fut couronnée reine des Germains et le couple fut officiellement fiancé. Bien que la différence d'âge fût importante, Mathilde n'avait que 8 ans, tandis qu'Henri en avait 24. En janvier de l'année 1114, lorsque Mathilde avait 12 ans, elle épousa Henri et entra officiellement dans la vie publique en Allemagne avec sa propre maison royale. Malgré sa jeunesse, Mathilde était loin d'être une reine passive. Elle jouait un rôle actif dans le gouvernement impérial. Elle parrainait des concessions royales, répondait aux pétitions et participait aux fonctions cérémonielles, démontrant ainsi sa maîtrise des affaires politiques. Lorsque Henri V fut excommunié par le pape Pascal II, l'empereur et Mathilde traversèrent les Alpes pour se rendre en Italie en 1116, déterminés à affronter directement la papauté. Un an plus tard, ils avancèrent jusqu'à Rome même. Le pape s'enfuit à leur arrivée et en son absence, l'envoyé papal Maurice Baudin couronna le couple à la basilique Saint-Pierre, probablement à Pâques, puis de nouveau à la Pentecôte. Par ces cérémonies, Mathilde revendiqua le titre d'impératrice du Saint-Empire romain germanique, un titre qu'elle porterait fièrement jusqu'à la fin de sa vie et qu'elle utilisa sur tous ses sceaux et chartes. En l'an 1118, l'empereur Henri retourna en Allemagne pour réprimer de nouveaux soulèvements et rébellions, laissant Mathilde derrière lui comme régente en Italie. Les archives de sa régence sont rares, mais il est probable qu'au cours de cette période, elle ait acquis une expérience précieuse et concrète dans l'exercice du pouvoir. Cependant, ce mariage ne donna pas d'enfant, et en 1125, Henri V mourut après être tombé malade. À seulement 23 ans,
Mathilde se retrouva veuve, et son pouvoir, autrefois issu de son mariage impérial, devint alors incertain. Sans héritier, elle ne pouvait pas continuer à être régente de l'Empire. Son avenir semblait se dessiner selon l'une de deux voies, devenir religieuse ou trouver un autre mariage politique. Bien que des propositions de princes allemands aient suivi, Mathilde les refusa toutes et choisit de retourner en Normandie. Son départ fut définitif. Elle abandonna ses domaines au sein de l'Empire et emporta avec elle un trésor privé de bijoux, ses insignes impériaux et 2 des couronnes de feu son mari. Ainsi s'acheva son chapitre en tant qu'impératrice du Saint-Empire romain germanique, mais son histoire était loin d'être terminée. En l'an 1120, le paysage politique de l'Angleterre fut irréversiblement bouleversé par un seul événement tragique, le désastre de la Blanche-Nef. Tard dans la nuit, environ 300 passagers, dont le frère de Mathilde et héritier du trône d'Angleterre, Guillaume Adelin, ainsi que de nombreux nobles de haut rang, embarquèrent à bord d'un navire pour effectuer le voyage de la Normandie vers l'Angleterre. L'ambiance était à la fête, et beaucoup de personnes à bord du navire avaient beaucoup bu. Alors que le navire prenait la mer à la faveur de l'obscurité, il heurta un rocher submergé et chavira à une vitesse terrifiante. Une seule personne, un humble boucher, a survécu au naufrage. Les autres périrent dans les eaux, parmi eux Guillaume, le seul fils légitime du roi Henri et l'unique héritier mâle de la couronne d'Angleterre. Sa mort plongea la question de la succession dans une incertitude dangereuse, et l'avenir de la monarchie anglaise fut remis en question. À cette époque, les lois de succession en Europe occidentale étaient loin d'être réglementées. Dans certaines régions de France, l'héritage revenait à l'aîné des fils, mais l'Angleterre suivait une tradition plus complexe. Pendant la période anglo-saxonne, les rois étaient souvent choisis par un conseil appelé le Witan. La succession royale pouvait également impliquer une lutte entre frères ou d'autres parents masculins légitimes. Le droit de régner n'était pas simplement hérité, mais revendiqué et contesté. Cette ambiguïté était aggravée par une histoire mouvementée de la succession anglo-normande au cours des 60 dernières années. Guillaume le Conquérant s'était emparé du trône d'Angleterre par la force. Ses fils Guillaume le Roux et Robert Courteheuse se sont âprement disputés leur héritage, et Henri Ier lui-même n'avait assuré la Normandie que par la force militaire. Il n'y avait pas eu de transition pacifique et incontestée du pouvoir depuis l'époque de la maison de Wessex, plus d'un siècle auparavant. À présent, avec Guillaume Adelin perdu en mer, la couronne d'Angleterre se retrouvait de nouveau vulnérable, sans prétendant, incertaine et exposée aux ambitions de ceux qui voudraient s'en emparer. Henri Ier réfléchit longuement et profondément pendant de nombreuses années à la question de savoir qui devrait lui succéder. La question pesait lourdement sur lui, car l'avenir de son royaume était en jeu. Mais enfin, en l'an 1127, il prit une décision. Selon la chronique anglo-saxonne, Mathilde était revenue en Angleterre en 1127, appelée par son père le roi Henri Ier, qui avait finalement décidé de la désigner comme son héritière. Son arrivée marqua un tournant dans l'avenir incertain du royaume. Désormais, Henri cherchait à assurer sa succession et la stabilité de l'Angleterre comme de la Normandie. La chronique relate ce chapitre solennel. Le roi Henri tint sa cour à Windsor, et David, le roi d'Écosse, était présent, ainsi que tous les grands seigneurs d'Angleterre. Le roi fit prêter serment aux archevêques, évêques, abbés, comtes, seigneurs et à tous les thegns qui étaient rassemblés là, qu'après sa mort, il remettrait l'Angleterre et la Normandie entre les mains de sa fille, la princesse. Cette assemblée n'était pas une réunion ordinaire. C'était une démonstration soigneusement orchestrée de l'autorité royale et de l'intention dynastique. La présence du roi David d'Écosse, l'oncle de Mathilde, ainsi que des nobles et des ecclésiastiques les plus puissants du royaume, conférait à l'événement à la fois légitimité et gravité. Sous le regard du royaume tout entier, les grands seigneurs d'Angleterre prêtèrent serment de fidélité à une femme désignée comme héritière. C'était un acte audacieux et sans précédent dans un monde encore dominé par la succession masculine.
Pourtant, l'Angleterre n'avait jamais connu de reine régnante. Aucune femme n'avait jamais porté la couronne en son propre nom, avec sa parole comme loi souveraine. Bien qu'il y ait eu des reines consorts et des régentes qui gouvernaient en l'absence ou pendant la jeunesse des rois, le royaume n'avait jamais été dirigé par une femme en tant que seul monarque. La revendication de Mathilde était donc non seulement sans précédent, mais aussi révolutionnaire, et il est certain que dans l'esprit de nombreux grands seigneurs, le doute s'installait et la trahison menaçait. Le poids de leur serment, bien que prêté solennellement, restait fragile dans l'air, et il y avait peu de certitude que ses vœux tiendraient. Avec Mathilde désormais réintégrée à la cour de son père, le roi Henri Ier exerçait toujours une influence considérable sur ses choix et son avenir. Déterminé à sécuriser les frontières sud de la Normandie, où son autorité avait été maintes fois mise à l'épreuve depuis sa conquête, en 1106, il pressa Mathilde d'épouser Geoffroy d'Anjou, le fils du comte Foulques. Pour Henri, cette union était une nécessité stratégique qui lierait l'Anjou à la couronne anglaise et renforcerait sa mainmise sur la région. Mathilde, cependant, était loin d'être enthousiaste. Autrefois impératrice du Saint-Empire romain germanique et désormais héritière du trône d'Angleterre, elle considérait l'idée d'épouser le fils d'un simple comte comme une atteinte à sa dignité. La différence d'âge entre eux ne faisait qu'accentuer sa réticence. Elle avait 25 ans, tandis que Geoffroy n'avait encore que 13 ans à peine, étant encore plus un garçon qu'un homme. Pourtant, malgré ses réticences, Mathilde finit par céder à la volonté de son père, et en l'an 1128, ils furent mariés. L'union fut tendue dès le début. Il y avait peu d'affection entre eux et leurs tempéraments s'avérèrent mal adaptés à l'harmonie. Néanmoins, le devoir l'emporta. En mars de l'année 1133, Mathilde donna naissance à son premier fils, qu'elle nomma Henri en l'honneur de son père. 2 ans plus tard, en 1135, le roi Henri Ier d'Angleterre mourut avec sa disparition. L'Angleterre et la Normandie furent plongées dans une profonde et dangereuse incertitude. Le serment prêté à Mathilde allait maintenant être mis à l'épreuve, et le destin du royaume serait en jeu. Lorsque la nouvelle de la mort du roi Henri Ier commença à se répandre dans le royaume, beaucoup de ceux qui pouvaient prétendre au trône se trouvèrent mal placés pour agir rapidement. Mathilde et son mari étaient encore en Anjou, loin du cœur du pouvoir anglais. Mais un homme était mieux placé que la plupart pour saisir l'occasion, Étienne de Blois. Étienne était à Boulogne quand il apprit la nouvelle. Il était le fils d'Étienne Henri, le comte de Blois, un noble français estimé et un vétéran des croisades. La mère d'Étienne était Adèle de Normandie, la fille de Guillaume le Conquérant. Ainsi, Étienne possédait du sang royal par sa lignée maternelle, ce qui lui donnait une revendication légitime mais politiquement fragile au trône d'Angleterre. Sans tarder, Étienne rassembla ses chevaliers de maison et traversa la Manche. Le 8 décembre, il avait probablement atteint ses domaines en périphérie de Londres. En quelques jours, il commença à faire valoir ses droits, agissant avec rapidité et précision. Le peuple de Londres l'accueillit à bras ouverts, le proclamant roi et acclamant son nom dans les rues. Sa cause fut encore renforcée par le soutien de l'Église, en particulier par son frère, Henri de Blois, le puissant évêque de Winchester. Étienne se rendit à Winchester et s'empara du trésor royal, un symbole essentiel de l'autorité royale. Il restait cependant un obstacle sérieux, le serment qu'Étienne lui-même avait prêté de respecter la succession de l'impératrice Mathilde. Mais cette promesse fut rapidement écartée. L'évêque Henri soutint avec conviction que le serment avait été imposé injustement et, de plus, que feu le roi avait commis une erreur en forçant sa cour à prêter allégeance à une femme. Pour appuyer cette affirmation, l'évêque Henri convainquit Hugues Bigot, l'intendant royal du défunt roi, de jurer que le roi Henri, sur son lit de mort, avait renoncé à la succession de Mathilde et nommé Étienne comme son véritable héritier. Cette manœuvre a remodelé le récit à travers toute l'Angleterre. Parmi les nobles comme parmi les gens du peuple, la légitimité de la revendication d'Étienne s'est enracinée
et le 22 décembre de l'année 1135, Étienne a été couronné roi d'Angleterre à l'abbaye de Westminster. La couronne lui appartenait, mais la paix non, et une tempête se profilait à l'horizon. Au début du règne d'Étienne, son gouvernement semblait prometteur. La cour royale brillait de splendeur, remplie de somptueuses réceptions, où Étienne offrait de généreux dons de terre et de faveurs royales à ses partisans. Sa revendication au trône fut davantage légitimée par le soutien du pape Innocent II, conférant une approbation divine à sa royauté. Mais l'illusion de la paix fut de courte durée. Sous la surface, le mécontentement grondait et les ennuis ne tardèrent pas à surgir. En apprenant la mort de Henri Ier et l'usurpation du trône par Étienne, le roi David Ier d'Écosse lança une invasion du nord de l'Angleterre au nom de Mathilde. Il s'empara de places fortes clés, dont Carlisle et Newcastle. Au même moment, le sud du pays de Galles se souleva en rébellion, et Étienne, malgré ses efforts, ne parvint pas à soumettre la région. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, Geoffroy, le mari de Mathilde, poursuivait sa propre campagne. Au début de l'année 1136, il lança des attaques en Normandie, exploitant la fragilité des possessions continentales d'Étienne. Bien qu'une brève trêve ait été conclue, elle prit rapidement fin, et plus tard la même année, Geoffroy revint avec une force renouvelée, non pas pour conquérir, mais pour dévaster. Ses troupes balayèrent la campagne normande, pillant les domaines et incendiant les terres, semant le chaos plutôt que cherchant à gouverner. La promesse du début du règne d'Étienne cédait rapidement la place à un royaume au bord du gouffre, fracturé par la rébellion, l'invasion et l'ombre grandissante d'une reine rivale. Robert de Blois, comte de Gloucester, fils illégitime du roi Henri Ier et demi-frère de l'impératrice Mathilde, renonça à son allégeance envers le roi Étienne, plaçant l'Angleterre sur la voie de la guerre civile. Figure redoutable parmi la noblesse anglo-normande, Robert possédait d'immenses domaines en Normandie et exerçait une influence considérable grâce au puissant comté de Gloucester. En l'an 1138, Robert renonça ouvertement à sa loyauté envers Étienne et apporta son soutien à Mathilde. Sa défection déclencha une vague de rébellions, notamment dans le Kent et dans tout le sud-est de l'Angleterre. Pourtant, pendant un certain temps, Robert resta en Normandie, tentant de convaincre Mathilde de mener une invasion de l'Angleterre et de réclamer sa couronne par la force. Pendant ce temps, Étienne chercha à sécuriser sa frontière nord. Il fit la paix avec le roi David Ier d'Écosse, qui avait auparavant envahi en faveur de Mathilde. Dans un acte de diplomatie calculé, Étienne accorda au roi David le contrôle de la Northumbrie et de la Cumbrie en échange de son hommage et de la promesse de paix le long de la frontière. En 1139, Geoffroy et Mathilde avaient renforcé leur emprise sur la Normandie grâce à des campagnes impitoyables de terreur et de terre brûlée. Mais leur regard était tourné vers un enjeu bien plus grand, l'Angleterre elle-même. Cette année-là, Mathilde, Geoffroy et Robert commencèrent à préparer une invasion de l'autre côté de la Manche. À l'automne, Mathilde a débarqué sur la côte anglaise avec une petite mais déterminée troupe de 140 chevaliers. Elle se réfugia au château d'Arundel, une forteresse de grande valeur stratégique, tandis que Robert de Gloucester marcha vers le nord-ouest en direction de Wallingford et de Bristol. Son objectif était de rallier du soutien et de s'unir à Miles de Gloucester, un puissant magnate qui profita de ce moment pour trahir Étienne et se déclarer en faveur de l'impératrice. Étienne réagit rapidement. Il se dirigea vers le sud et assiégea le château, piégeant Mathilde à l'intérieur de ses murs. Pourtant, Arundel était réputé pour sa solidité, ses défenses étant considérées comme presque imprenables. Finalement, Étienne accepta une trêve temporaire, dont les termes restent obscurs. Ce que l'on sait, c'est qu'il permit à Mathilde de quitter le château sous escorte et de rejoindre Robert dans le sud-ouest, une décision que certains qualifieraient plus tard d'acte fatal de chevalerie. Bien que peu de grands nobles aient encore rejoint la cause de Mathilde, elle commandait désormais une région de soutien cohérente et défendable. Son territoire s'étendait de Gloucester et Bristol,
vers le sud-ouest jusqu'au Devon et à la Cornouailles, à l'ouest jusqu'aux Marches galloises et à l'est jusqu'à Oxford et Wallingford, dangereusement près de Londres même. Elle établit sa cour à Gloucester, où elle et ses barons fidèles commencèrent à planifier leurs prochaines actions dans le conflit grandissant. Les tensions se sont accrues lorsque Ranulph de Chester, un puissant noble anglo-normand, devint mécontent de la concession du Nord faite par Étienne aux Écossais. Ranulph pensait qu'il avait un droit légitime sur le château de Lincoln qui restait entre les mains d'Étienne. Sous prétexte d'une visite amicale, il s'empara du château lors d'une attaque soudaine et traîtresse et renonça à son allégeance envers Étienne, se ralliant à l'impératrice Mathilde. Étienne, furieux, rassembla ses troupes et marcha vers le nord avec une grande hâte. À son arrivée, il mit le siège devant le château de Lincoln, préparant ainsi le terrain pour l'une des confrontations les plus dramatiques de la guerre civile que l'histoire connaîtrait sous le nom de l'anarchie. Au début de l'année 1141, le roi Étienne mit le siège devant le château de Lincoln, déterminé à le reprendre au rebelle Ranulph de Chester. Pourtant, alors même qu'il resserrait son emprise sur la forteresse, le danger se profilait. Robert de Gloucester, demi-frère de l'impératrice Mathilde et commandant de ses forces, s'avança vers le roi avec une armée plus nombreuse et mieux équipée. Lorsque la nouvelle de l'approche de Robert parvint à Étienne, il convoqua un conseil de guerre pour évaluer ses options. Devait-il tenir bon et combattre, ou battre en retraite et appeler des renforts ? Avec son audace caractéristique, Étienne choisit d'engager la bataille. Ainsi, le 2 février de l'an 1141, les armées s'affrontèrent dans ce qui allait être connu sous le nom de la bataille de Lincoln. Étienne se plaça au centre de son armée, commandant le cœur du champ de bataille. Les forces de l'impératrice, cependant, détenaient l'avantage en cavalerie. En réponse, Étienne fit mettre pied à terre à bon nombre de ses chevaliers, formant un mur résolu d'infanterie, et les rejoignit à pied, un roi prêt à mener ses hommes au combat. Mais la situation se retourna rapidement contre lui. La cavalerie de Robert déborda et encercla le centre royal, et Étienne se retrouva bientôt cerné. Alors que l'étau se resserrait, beaucoup de ses hommes perdirent au courage et prirent la fuite. Pourtant, Étienne tint bon. L'épée à la main, il se battit farouchement, et lorsque sa lame se brisa, il s'empara d'une hache de guerre empruntée et continua à combattre. Finalement, le roi fut submergé et capturé par les hommes de Robert. Il fut emmené du champ de bataille en tant que prisonnier. Ses derniers fidèles, refusant de se rendre, continuèrent à se battre jusqu'à ce qu'ils soient soit tués, soit forcés de capituler. Stéphane fut d'abord emmené à Gloucester, où il rencontra l'impératrice Mathilde en face à face. De là, il fut transféré au château de Bristol, une forteresse longtemps utilisée pour l'emprisonnement de captifs de haut rang. Au début, sa détention était relativement humaine, mais avec le temps, son traitement devint plus dur, et il fut finalement enchaîné. Avec le roi désormais sous sa garde, Mathilde agit rapidement pour revendiquer le trône. Elle commença les préparatifs pour son couronnement en tant que reine, une démarche audacieuse et sans précédent. Pour être couronnée cependant, elle aurait besoin à la fois de la bénédiction officielle de l'Église et d'un couronnement à l'abbaye de Westminster, un acte qui ferait d'elle la première femme à porter la couronne d'Angleterre en son propre nom. Avant Pâques, le frère de Stephen, Henri de Blois, agissant dans son puissant rôle de légat du pape, convoqua un grand conseil à Winchester pour examiner la position de l'Église face à la crise qui se déroulait. À huis clos, Henri avait conclu un accord secret avec l'impératrice Mathilde. En échange du soutien du clergé anglais qu'il lui apporterait, elle lui accorderait l'autorité sur les affaires de l'Église dans tout le royaume. Fidèle à sa parole, Henri remit le trésor royal à Mathilde, bien qu'il fût en grande partie épuisé, à l'exception de la couronne de Étienne, le symbole le plus puissant de la royauté. Il s'attaqua ensuite rapidement aux derniers alliés du roi au sein de l'Église, excommuniant nombre des partisans les plus fidèles de Étienne, qui refusaient de prêter allégeance à l'impératrice. Après Pâques, le clergé se réunit de nouveau à Winchester.
Lors d'une cérémonie solennelle riche en symboles, ils proclamèrent officiellement Mathilde comme dame d'Angleterre et de Normandie. Son droit désormais consacré à la fois par l'épée et le sacrement, Mathilde se rendit à Londres pour préparer son couronnement prévu pour juin. Pourtant, alors qu'elle approchait de la capitale, le sol sous ses pieds commença à vaciller. Bien que de nombreux nobles influents aient juré leur soutien, les citoyens de Londres restaient méfiants. L'anxiété s'installa parmi les marchands et les membres des guildes de la ville. Puis, le 24 juin, à seulement quelques jours de son couronnement, les troubles éclatèrent en une révolte ouverte. Une foule furieuse déferla dans les rues, se dressant contre l'impératrice. Ce qui aurait dû être son moment de triomphe devint une scène de chaos. Mathilde et son entourage échappèrent de justesse à la mort, fuyant la ville en toute hâte. Sentant le vent tourner, Henri de Blois, l'évêque de Winchester et frère du roi Étienne, abandonna la cause de l'impératrice et déclara de nouveau son soutien au roi. En représailles immédiates, l'impératrice Mathilde et son demi-frère Robert de Gloucester marchèrent sur Winchester en juillet, assiégeant le château de l'évêque. Mathilde établit son quartier général dans le château royal, se préparant à briser la résistance d'Henri. Mais l'évêque ne fut pas si facilement vaincu. Rassemblant ses forces, il lança une contre-attaque féroce et, dans un acte désespéré de défi, il mit le feu à de grandes parties de la ville. Les flammes dévorèrent une grande partie de Winchester, la réduisant à une ruine fumante. Bien que Étienne soit resté emprisonné, la loyauté qu'il inspirait à ses partisans s'est révélée redoutable. Ses forces restantes encerclèrent la ville, piégeant l'armée de Mathilde dans un blocus de plus en plus serré. Au fil des jours qui devinrent des semaines, le siège fit des ravages. Avec les provisions qui s'amenuisaient et la ville ravagée, les forces de Mathilde commencèrent à souffrir de la famine. Prenant conscience de la dure réalité, Robert de Gloucester décida de battre en retraite afin de préserver les forces qui lui restaient. Il planifia soigneusement une retraite ordonnée. Mais la retraite allait s'avérer désastreuse. Alors que l'armée de l'impératrice tentait de quitter la ville, elle fut attaquée par les forces loyalistes du roi. L'avant-garde réussit à percer les lignes ennemies et escorta en sécurité l'impératrice Mathilde jusqu'à Gloucester. Mais son armée n'eut pas cette chance. Une grande partie fut mise en déroute et détruite dans le chaos, et peu survécurent à l'embuscade. Pire encore, Robert de Gloucester lui-même fut capturé lors de la mêlée. La perte de son général le plus fidèle et demi-frère fut un coup dévastateur pour la cause de Mathilde, un coup dont sa campagne aurait du mal à se remettre. Le cours de la guerre avait de nouveau changé. Les deux factions en guerre finirent par accepter un échange décisif. L'impératrice Mathilde libérerait le roi Étienne de sa captivité, tandis que les partisans d'Étienne rendraient à leur tour Robert de Gloucester à sa cause. Ainsi, chaque camp retrouva son chef, et la lutte reprit là où elle avait commencé. Pourtant, le royaume qu'ils disputaient désormais était marqué et brisé. Une grande partie de l'Angleterre était en ruine, ses champs ravagés, ses villes incendiées et son peuple épuisé par des années de conflits. Des milliers de soldats étaient morts, des maisons nobles avaient été déchirées et la terre réclamait la paix. Mais la guerre, implacable et non résolue, continuerait. À l'été de l'année 1142, Robert de Gloucester retourna en Normandie pour aider Geoffroy d'Anjou à soumettre les dernières poches de résistance fidèles au roi Étienne. Leur campagne s'enfonça profondément dans les territoires disputés, et une fois leurs objectifs atteints, Robert rentra en Angleterre à l'automne. Pendant ce temps, l'impératrice Mathilde se retrouva sous une pression croissante. Étienne, déterminé à mettre fin au conflit, lança une campagne audacieuse et encercla bientôt Oxford, où Mathilde s'était réfugiée. La ville, protégée par de solides remparts et les méandres de la rivière Isis, avait longtemps été considérée comme sûre. Mais Étienne, toujours audacieux, mena une attaque surprise, fonçant à travers la rivière et nageant même sur une partie du trajet. Il réussit à franchir les défenses extérieures, piégeant l'impératrice à l'intérieur du château d'Oxford.
La forteresse était redoutable, ses murs épais et élevés, et Étienne choisit de ne pas gaspiller ses forces dans une attaque directe. À la place, il opta pour un siège prolongé, déterminé à affamer sa rivale jusqu'à sa reddition. Alors que les jours raccourcissaient et que l'hiver s'emparait de la région, le siège s'éternisait. Puis, une nuit juste avant Noël, sous le couvert de la neige et du silence, Mathilde s'échappa. Vêtue de blanc pour se fondre dans le paysage givré, elle s'éclipsa du château avec un petit groupe de chevaliers fidèles. Ils traversèrent la rivière gelée à pied et disparurent dans la nuit. Privés de leur chef et sans espoir de secours, la garnison du château d'Oxford se rendit le lendemain. Ce fut une évasion audacieuse qui allait entrer dans la légende, car la Dame d'Angleterre échappa une fois de plus à ses ennemis grâce à son courage, sa ruse et un manteau de neige hivernale. Au milieu des années 1140, la guerre acharnée entre l'impératrice Mathilde et le roi Étienne s'était enlisée dans une impasse épuisante. Aucun des deux camps ne pouvait revendiquer une victoire décisive, et l'Angleterre, épuisée par des années de conflits, languissait dans l'incertitude. L'année 1143 commença de façon précaire pour le roi Étienne. Au château de Wilton, dans le Hertfordshire, un point de rassemblement important pour ses forces royales, il se retrouva assiégé par Robert de Gloucester. Sous forte pression et en infériorité, Étienne tenta une sortie désespérée, qui culmina avec la bataille de Wilton. Une fois de plus, les forces de l'impératrice se révélèrent redoutables. L'armée du roi vacilla sous la force de l'assaut, et pendant un bref instant, il sembla qu'Étienne pourrait être fait prisonnier une seconde fois. Mais le destin changea grâce à la loyauté d'un homme, Étienne Stuart, qui mena une vaillante action d'arrière-garde. Avec un courage remarquable, il retint l'armée ennemie, donnant à Étienne juste assez de temps pour s'échapper du champ de bataille. Ce fut un combat durement gagné, et bien que la couronne ait été préservée ce jour-là, le conflit ne montrait aucun signe de fin. Le pays resta divisé, son peuple épuisé, et ses dirigeants enfermés dans une lutte acharnée pour l'âme du royaume. De l'autre côté de la Manche, cependant, Geoffroy d'Anjou renforçait progressivement sa position. En 1144, après avoir réussi à prendre Rouen, il fut officiellement reconnu comme duc de Normandie, assurant le duché au nom de Mathilde et élargissant leur sphère d'influence. En l'an 1147, Robert de Gloucester, le demi-frère fidèle de l'impératrice et son commandant le plus compétent, s'éteignit paisiblement, marquant un tournant dans la longue et amère lutte pour la couronne d'Angleterre. L'année suivante, l'impératrice Mathilde quitta elle-même l'Angleterre et retourna en Normandie, son absence diminuant encore l'élan de la guerre. À peu près à la même époque, l'appel à la deuxième croisade résonna à travers l'Europe, et beaucoup de ses partisans restants prirent la croix et quittèrent le royaume, affaiblissant encore la mainmise de sa faction sur l'Angleterre. L'esprit du conflit commença à s'estomper. Sans vainqueur évident en vue et après des années de sang versé, beaucoup de barons du royaume cherchèrent à assurer leurs intérêts personnels par des pactes privés et des traités de paix. L'Angleterre, lasse de la guerre, commença à s'apaiser. À la suite de son retrait, le fils aîné de Mathilde, Henri, assuma progressivement un rôle de chef. Désireux d'affirmer ses droits, le jeune prince débarqua en Angleterre en 1147 avec une petite troupe de mercenaires. Cependant, sa première expédition fut un échec, en partie à cause de son manque de fonds pour payer les troupes. Sans se décourager, Henri retourna en Normandie, où Mathilde rétablit sa cour à Rouen. Là, elle a probablement élaboré des plans pour les prétentions de son fils Henri au trône d'Angleterre. En 1149, Henri traversa de nouveau la Manche, cette fois dans le but de forger une alliance au nord avec le puissant Ranulf de Chester. Leur intention était de attaquer York, peut-être avec l'aide des Écossais. Mais le roi Étienne réagit rapidement, marchant vers le nord pour défendre la ville. La campagne s'est effondrée avant même de commencer, et Henri est une fois de plus retourné en Normandie. Là, son père le déclara duc, consolidant ainsi son autorité grandissante. Malgré sa jeunesse,
le charisme et le leadership d'Henri lui valaient l'admiration de toute l'Europe. Son ascension se poursuivit de plus belle en 1152 lorsqu'il choqua les cours de la chrétienté, en épousant Aliénor d'Aquitaine, l'une des femmes les plus convoitées d'Europe et la reine de France récemment divorcée. Grâce à cette union, Henri devint l'héritier d'une vaste étendue de terre s'étendant à travers l'ouest de la France, rivalisant même avec la puissance de la couronne française. Au début de l'année 1153, Henri débarqua une fois de plus en Angleterre, cette fois avec une détermination accrue. Bien que Étienne ait tenté de le forcer à livrer une bataille décisive, l'arrivée d'un hiver rigoureux rendit le conflit insoutenable, et le roi se retira à Londres à la faveur d'une trêve. Bien que ses victoires militaires aient été modestes, Henri et ses alliés contrôlaient désormais le sud-ouest, les Midlands et une grande partie du nord. La guerre civile tristement connue sous le nom d'anarchie avait fait rage pendant près de 15 ans. Étienne et Mathilde avaient tous deux obtenu la couronne et leurs nobles les trahissaient quand cela les arrangeait. Le royaume en avait payé le prix. La loi et l'ordre s'étaient effondrés. Les barons régnaient sur leurs fiefs comme de petits rois et de vastes régions, en particulier dans le nord et en East Anglie, étaient dévastées par des années de conflits incessants. Au début des années 1150, même l'Église et la noblesse, autrefois ambitieuses, aspiraient à la paix. Enfin, en novembre de l'année 1153, les deux camps épuisés se sont retrouvés une fois de plus à Winchester. Là, un accord durable fut conclu. Dans la grande cathédrale, Étienne annonça le traité de Winchester. Il reconnut Henri comme son fils adoptif et successeur légitime, et en retour, Henri prêta hommage à Étienne et promit la paix. Les termes du traité étaient clairs. Étienne conserverait l'autorité royale complète jusqu'à sa mort, mais gouvernerait en consultation avec Henri. Le fils d'Étienne, Guillaume, renoncerait à toute prétention au trône en échange d'une garantie de ses terres et de ses titres. Les principaux châteaux royaux seraient placés sous la garde de Garant, neutre loyaux à Henri, et tous les mercenaires étrangers seraient congédiés et renvoyés outre-mer. Bien que cet accord ait apporté le calme en Angleterre, la Normandie restait agitée par des troubles. Un mécontentement persistant subsistait et Mathilde, désormais vieillissante, peinait à le contenir complètement. Mais le destin intervint une fois de plus. En l'an 1154, le roi Étienne mourut et Henri Plantagenet fut couronné roi d'Angleterre. Pour le couronnement, il choisit la plus grande des deux couronnes impériales que Mathilde avait rapportées de l'Empire allemand près de 3 décennies plus tôt. Avec son fils désormais couronné roi d'Angleterre, les tempêtes qui avaient longtemps tourmenté la vie de Mathilde commencèrent enfin à s'apaiser. Bien qu'elle n'ait jamais porté la couronne en temps de paix et que son règne soit resté confiné aux années turbulentes de guerre, c'est grâce à sa volonté inébranlable et à sa détermination sans faille qu'une nouvelle dynastie royale est née. Mathilde n'a pas terminé ses jours en tant que reine, mais elle est devenue la mère des rois. De sa lutte est tournée la maison Plantagenet, une lignée qui allait façonner le destin de l'Angleterre pour les siècles à venir. Mathilde a passé ses dernières années en Normandie, où elle gouvernait souvent au nom de son fils, agissant comme sa représentante de confiance et supervisant les affaires du duché. Au début du règne du roi Henri II, la mère et le fils émettaient ensemble des chartes à la fois en Angleterre et en Normandie, réglant les nombreux différends fonciers qui étaient des du long et âpre conflit. Sa sagesse, forgée à travers les épreuves, était recherchée par Henri alors qu'il affrontait les premières complexités de son règne, et elle resta une conseillère influente sur les affaires de l'État. Avec l'âge, la fougue de sa jeunesse s'adoucit, et Mathilde se tourna de plus en plus vers l'Église et les questions de l'âme, bien qu'elle soit restée active dans la gouvernance de la Normandie jusqu'à la fin de sa vie. Ceux qui l'ont rencontrée durant ces dernières années ont noté une présence impressionnante. Pour un chroniqueur, elle semblait issue de la lignée des tyrans. Un jugement peut-être davantage façonné par les cicatrices de l'anarchie que par la femme elle-même, dont les choix étaient nés de la nécessité, de l'ambition et de circonstances implacables.
Mathilde est morte le 10 septembre de l'année 1167 à environ 65 ans à Rouen. Sa fortune restante fut léguée à l'église, où elle fut enterrée avec honneur. Sur sa tombe fut gravée une inscription qui résumait l'arc de sa vie remarquable et de son héritage. Grande par la naissance, plus grande par le mariage, la plus grande par sa descendance. Ici repose Mathilde,